Samedi 9 septembre 2017, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Hier 8 septembre, c'était la journée internationale de la kinésithérapie, cette spécialité paramédicale qui vient en appui aux différentes spécialités du secteur de la médecine, qui a donc célébré hier la 20e édition de la journée internationale de cette spécialité paramédicale. Ici au Niger, l'association nigérienne de kinésithérapie a choisi cette date de ce samedi 9 pour célébrer cette journée et faire profiter, puisque c'est le week-end, à l'ensemble du public de voir ce que c'est que le travail de la kinésithérapie, mais aussi permettre aux gens de découvrir les différents métiers de ce corps de spécialité. Cette journée a donc été célébrée ce matin au niveau du stade général Seyni Kounché de Niamey sous le thème « Le sport améliore, la pratique du sport améliore la santé ». Le résumé de la cérémonie qui a vu la participation du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique avec nos reporters Soumela Abdou et Nafissa Hassan. Afin de marquer la journée internationale de la kinésithérapie, l'association des kinésithérapeutes du Niger décide ainsi de commémorer cette journée pour la première fois au Niger en organisant des festivités physiques très appréciées par les participants. Tu sais, le sport fait du bien sur le corps. On vient de faire le tour du stade, on a fait bouger tout le corps et ça fait très bien, ça fait du bien. Je me sens très bien et je pense que c'est quelque chose qu'il faut renouveler très périodiquement. Et je pense que tous les participants aujourd'hui vont savoir que c'est un exercice très important et que ça va rappeler et que même si on n'organise pas une marche collective, que chacun dans son quartier, dans son secteur, va essayer de faire les mouvements parce que les mouvements et l'activité physique, ce sont des garanties de la santé. La kinésithérapie, un secteur qui mérite beaucoup d'attention, d'où ces recommandations. Notre jeune association œuvre pour la promotion de la profession afin de sensibiliser le personnel médical et la population en général. Avec une soixantaine d'agents, la couverture du territoire est très mal desservie. Donc, augmenter la couverture reste un objectif pour notre association. D'où nous souhaitons l'intensification de la formation et le recrutement des cadres pour permettre une bonne couverture au niveau des kinésithérapeutes sur tout le territoire national. Un point focal de la profession au niveau de notre ministère favoriserait bien la prise en compte de nos doléances dans le plan de développement sanitaire. Inquiétude prise en compte par le ministère de la Santé. La kinésithérapie, une profession paramédicale peu connue, aussi bien par le personnel médical que par la population en général, trouve à travers votre association une belle occasion pour sensibiliser les publics sur ce qui renferme ce domaine. C'est aussi l'occasion d'inviter nos communautés à un changement dans leur mode de vie avec notamment la pratique du sport. Certes, le Niger compte environ une soixantaine de kinésithérapeutes pour 18 millions d'habitants. Mais notre département ministériel a depuis quelques années entrepris une politique de formation qui nous permettrait très bientôt de résorber notre retard dans ce domaine. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités étaient au programme, dont une marche de masse, course entre les handicapés sanctionnée par une remise de prix pour les 3 gagnants de cette course. La suite de ce journal avec cette grogne ce matin, des jeunes ramasseurs d'ordures ménagères de la ville de Niamey. Ces jeunes qui, vous le voyez, dans les différents quartiers de la capitale, circulent avec des petits chariots pour ramasser les ordures ménagères. Ils sont en effet mécontents et pour cause l'interdiction de verser les ordures dans un ravin, mais aussi l'arrestation de quelques-uns de ces jeunes qui ramassent les ordures dans la ville. Le point dans ce reportage de Nasser Sedou et Hassan Saleh Mustafa. Elles sont toutes immobilisées. Ces charrettes servent à évacuer les ordures ménagères de la périphérie de la ville de Niamey vers la ceinture verte. Leurs propriétaires ont décidé de ne pas travailler ce samedi pour exprimer leur mécontentement aux agents de forêt et faune qui veillent à la protection de cet espace.
Nous étions surpris quand, avant-hier, les agents des eaux et forêts ont arrêté 12 de nos collègues parce qu'ils ont versé des ordures. Ils nous ont demandé de payer pour qu'ils soient libérés. Pourtant, nous ne sommes pas en train d'abattre les arbres. Ici, nous versons des ordures dans un grand ravin. Nous avons même décidé de le remblayer. Et je vous ai dit, chaque semaine, nous organisons une séance d'opération pour entretenir ce ravin. Irmu fonda hanse irma ku am ko guso am futta ayaya goroya da harkan harago konda duma irgo fonda hanse igo kagno ta iga isi fam ya dinga dig bay ine limwa mboirsumun ya dinga. Si les jeunes ne veulent pas qu'on fasse ce travail, ils n'ont qu'à nous chercher un autre boulot. Dans leur mouvement, ces jeunes ramasseurs des ordures de Niamey sont soutenus par certains riverains qui apprécient leur travail. suna kawo shara suna watsewa duk sati sun zo su gyara wuri yanzu kuna sabar gari da dauda ne su muku garab ga gari kin sai bai kamata ba ko kenan normale ma ya kan ku kyale su shara suna sa ga goru suna zuba ga goru suna gyara wuri duk sati sun share ina kallon su duk sati nake sa suna sharewa da jandar ma nake dauko kun ka dauka alhaki ne sai naga suna aikin su kenan don ku dole ku bar su bo me su gyaran gari yanzu matsala da an kace ozefar duk sati sai ko wata sati sai zo su kore su amshe musu kuɗi gaskiya ta ce haka nan ai gaskiya bai ce haka nan ba miliyan ne suka ce ka kashe ba suka kashe miliyan ba suka komi gyaran gari suke gai kenan me yasa me yaka haka to da haka wa Allah mai ku sha musu lahiya gari wanga gari dole ko mu talaka dole mu gyara gari amma da sai da gyara gari ba ko kun san da haka kenan don ku suna gyara gari kenan ku yi hankuri don Allah a ga ya mu ozde forest ba su gyara gari. Selon un des responsables de la direction régionale de l'environnement, la loi interdit fermement de verser des déchets dans les réserves naturelles du Niger. Et la ceinture verte ne fait pas exception. Un autre mécontentement, c'est au niveau du staff technique de l'équipe cadette de football du Niger, le MENA, qui, comme vous le savez, s'est qualifié pour la première fois dans l'histoire de notre pays à la Coupe du Monde de la catégorie qui va se jouer au mois d'octobre prochain en Inde. Et pour cause, il manque de moyens. En effet, l'équipe devait par exemple être au niveau du Maroc ces jours pour se préparer en vue de cette compétition, mais faute de moyens, elle est toujours à Niamey. Le staff technique s'inquiète. Donc on voit tout cela dans ce reportage de Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. Le Niger va-t-il participer valablement à la Coupe du Monde de football en 2017 des cadets? En tout cas, à exactement 27 jours de cette messe mondiale, aucune certitude pour les cadets nigériens, puisque physiquement, ils ne sont pas encore en forme. Il manque des matchs internationaux amicaux, faute de moyens. Nous sommes au niveau 0, parce que d'abord il faut dire que nous sommes dans une poule pas facile. Nous jouons contre le champion d'Amérique latine, qui est le Brésil, le champion d'Europe, l'Espagne, et le quart finaliste d'Asie, la Corée du Nord. Donc c'est vraiment une poule assez relevée. Et quand on fait le point, je crois que toutes les équipes là se préparent. Il y a même des équipes qui se préparent sur place dans les conditions réelles de la compétition, qui sont en Inde présentement et qui sont en train de jouer des matchs amicaux. Si on prend l'exemple du Mali, le Mali est déjà en Inde et a prévu 7 matchs amicaux. Malheureusement, nous sommes là, nous n'avons pas de stage. Il était prévu que notre préparation se fasse en France. Après, ça a été projeté sur Dubaï, ça n'a pas été. Ces cadets nigériens doivent en principe quitter Niamey ce samedi pour Maroc, juste après cette séance d'entraînement. Cependant, la nouvelle tombe. Le voyage n'aura pas lieu, nous confirme l'entraîneur Soumaïla Timogo, très démoralisé. Une préparation, c'est qu'il faut savoir d'où on sort et où on va. Donc, présentement, nous naviguons, nous ne savons pas sur quelle base, à quoi s'accrocher, quoi, en fait, pour préparer notre Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment une préparation hasardeuse, et au risque d'être ridicule là-bas. Mieux vaut arrêter. Bon, je pense que parce que là, c'est quand même
lamentable. Aujourd'hui, ils ont fait leur valise, espérant que ce soir, ils vont voyager. À la fin de cette séance d'entraînement, nous allons leur annoncer que le voyage ne tient plus. Et peut-être que certains demanderont jusqu'à quand, mais on ne saura pas leur dire. Parce que nous ne savons pas à quand et où sera notre stage. Nous ne savons pas, mais nous serons bien obligés de leur dire après la séance que ce soir, nous ne voyageons pas. Et puis bon, voilà. Le coup d'envoi de la CAN U17 sera donné le 6 octobre 2017 en Inde et le Niger jouera en principe son premier match contre la Corée du Nord. Parlons d'éducation à présent. La rentrée pour le second cycle du secondaire est prévue pour le 18 septembre prochain, dans une semaine. Donc exactement, élèves et enseignants, vous l'avez suivi depuis quelques jours, ont appelé donc à un boycott de cette rentrée pour plusieurs raisons. Du coup, les parents d'élèves s'inquiètent et ils appellent le gouvernement à s'asseoir sur une table de négociation avec ses partenaires sociaux en vue de mieux préparer cette rentrée scolaire. Le point dans ce reportage de Asmaou Seydou. Après une année peu perturbée 2016-2017, les différents acteurs de l'éducation s'activent pour créer les conditions d'une stabilité pour la rentrée scolaire 2017-2018. C'est l'exemple des parents d'élèves. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup d'États de surcroît africains ont des problèmes, en tout cas, de leurs ressources, de leur politique, en tout cas des moyens de leur politique. Je pense que les syndicats doivent être un peu cléments vis-à-vis vraiment de l'État. Et voyez, nous avons sollicité en tant que parents d'élèves que l'année 2016-2017 prenne toutes les couleurs sauf la couleur blanche. Vous avez vu, l'année n'a pas pris la couleur blanche, bien que les résultats aient été en tout cas peut-être kahinkaha, mais on ne peut pas tellement se plaindre. Pour nous, les parents d'élèves, en tout cas, il y a eu examen et c'est bon. Parce que vous savez, la meilleure manière de détruire un État, ce n'est pas la guerre, c'est d'agir sur son système éducatif. Alors, nous ne voulons pas tout ce qui entrave le système éducatif. Très préoccupés de la situation dans laquelle végète l'école publique nigérienne, les parents d'élèves interpellent les autorités en ce terme. L'appel que j'ai lancé aux autorités et que je continue à lancer, même s'il s'agit du président de la République, le président de la République a été aussi un ancien élève. Il est peut-être parent d'élèves aussi, mais les conditions dans lesquelles le président de la République ou le Premier ministre ou le président de l'Assemblée ont travaillé étaient totalement différentes des conditions que nous voyons actuellement. Vous, les enfants du XXIe siècle, vous avez peut-être tous les moyens de réussir, mais vous avez en vous ce qu'on appelle la paresse. Parce que tout ce que vous faites avec ordinateur, nous on fait ça avec notre cerveau, avec quelque chose. Donc, moi je crois que l'école c'est quelque chose et que l'école doit être comprise comme en tout cas un facteur de développement et que franchement il faut augmenter le budget alloué au système éducatif pour que le système éducatif en tout cas aille de l'avant. Toutes les dispositions théoriques en tout cas au Niger sont prises. Il n'y a que les dispositions pratiques qui pétinent. Parce que le Niger est spécialiste en tout cas en matière de théorie qu'on met parfois dans le tiroir. Mais l'État c'est une continuité. Quand quelqu'un fait la fondation, un autre doit faire le mur, un autre doit faire le linteau et l'autre il ferme. Voilà en tout cas ce que nous demandons. Nous voulons la paix, en tout cas la paix des choses, c'est de laisser tout le système éducatif évoluer en même temps. Et que quand il y a des décisions à prendre vis-à-vis du système éducatif, il ne faut pas oublier les parents d'élèves. Il faut toujours associer les parents d'élèves parce que les parents d'élèves sont les éternelles victimes du système éducatif. Enfin, pour la bonne marche de l'école nigérienne, les parents d'élèves souhaitent l'indulgence des syndicats et aux autorités de respecter leurs engagements.
Restons toujours dans le domaine de l'éducation avec un retour sur la cérémonie de remise des prix d'excellence et du mérite, la 7e édition qui s'est déroulée avant-hier, donc jeudi après-midi au niveau de l'Académie des arts martiaux, un événement parrainé par la fondation de l'une des épouses du chef de l'État, Aïssata Issoufou. La fondation donc Gouri Vie Meilleure. Retour sur cette cérémonie de remise des prix d'excellence et du mérite aux meilleurs élèves du Niger de l'année qui s'est écoulée dans ce reportage de Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Ils étaient tous présents. Ils se sont les meilleurs à tous les niveaux du système éducatif et de la formation au Niger à ce grand rendez-vous, 7e du genre du prix de l'excellence et du mérite. Une initiative de la Fondation Gouri Vie Meilleure visant à récompenser l'excellence et qui a lieu tous les ans à la veille de la rentrée des classes. Une 7e édition qui a enregistré la participation massive de l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école nigérienne, mais aussi et surtout les différents ministres en charge de l'éducation et de la formation, au nom desquels Dr Daouda Mamadou Marté a de vive voix loué cette initiative de la première dame Aïssata Issoufou dont l'objectif principal est la culture de l'excellence. Cette cérémonie qui fait déjà école dans la sous-région, faut-il le souligner, a pour objectif d'honorer les élèves et les encadreurs, mais aussi de créer une sorte d'émulation entre les élèves des différents segments d'éducation pour être eux aussi les meilleurs des demain. À travers la création de ce nouveau cadre d'échange multi-acteurs, nos départements ministériels ne peuvent que se réjouir de cette initiative de la Fondation Gouri Vie Meilleure et de ses principaux partenaires. Prenant la parole à son tour, la présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, Haja Aïssata Issoufou, a souligné que son vœu le plus ardent est de voir l'école nigérienne devenir celle de référence de la performance et de la culture du mérite. Elle a par la suite invité tous les lauréats et au-delà l'ensemble des acteurs du système éducatif à fournir plus d'ardeur et d'assiduité afin de sortir l'école nigérienne de l'ornière. La Fondation Gouri Vie Meilleure, que j'ai l'honneur de présider, veut contribuer à la réalisation de la vision de l'école nigérienne nouvelle que le président de la République et le gouvernement appellent de tous leurs vœux à travers le programme de la Renaissance. Cette cérémonie magnifie votre application, votre persévérance au travail, votre discipline et votre mérite. Vous avez été dignes des efforts immenses qu'ont consentis vos parents, vos enseignants et votre pays. Vous redonnez de l'espoir à notre système éducatif qui en a tant besoin. Je vous félicite et je vous encourage à persévérer dans l'excellence partout et à toute occasion. La contribution de la Fondation Gouri Vie Meilleure pour la persévérance de l'excellence a aussi été distinguée à cette occasion par l'Association nigérienne des écoles et instituts techniques et professionnels. Parmi ces écoles et instituts de la place, l'IAT se trouve être le plus primé de la catégorie BTS d'État à la satisfaction de ses responsables. L'Institut africain de technologie a raflé le premier prix au niveau du BTS de la région de Niamey, le premier et le deuxième prix au niveau du BTS d'État de la région de Niamey. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir et nous pouvons profiter aussi encore pour remercier tout le staff administratif, les enseignants qui interviennent et puis maintenant les élèves, féliciter les élèves et féliciter leurs parents. Cette 7e édition a concerné les 3 meilleurs élèves de l'ensemble du pays qui se sont illustrés au cours des différents examens de fin d'année en 2017 de la classe de CM2 au BTS d'État en passant par les futurs encadreurs fraîchement sortis des écoles normales mais aussi et surtout les excellents des excellents. Tous ces lauréats ont reçu d'importants lots de cadeaux, à savoir une moto pour chacun des 8 premiers au bac des 8 régions, 24 vélos pour les 24 meilleures filles des classes de CM2, mais également tous les lauréats du bac et BPC ont reçu chacun un ordinateur portable et des bourses d'études. Auparavant, un voyage d'études avait été organisé pour les meilleurs élèves de 3e en août pour découvrir le Niger et le Nigeria. Ils ont également reçu plusieurs autres lots composés de livres, cahiers, dictionnaires, etc. Notons que pour une amélioration de la qualité de l'éducation, le plaidoyer de la Fondation Gouri Vie Meilleure porte cette année sur l'alimentation scolaire à travers les cantines. Voilà,
quelques nouvelles hors de chez nous pour refermer cette édition. Sur le continent africain, l'actualité reste dominée par la situation au Togo avec la contestation des partis politiques de l'opposition et d'une partie de la population togolaise du régime du président Faure Gnassingbé et Adema. Ces contestateurs qui ont organisé donc plusieurs marches demandent entre autres des réformes constitutionnelles, notamment le retour à la constitution de 1992 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, une promesse pourtant que le président actuel Faure Adema avait pris lors de son accession au pouvoir en 2005 suite au décès de son défunt père. 2005, Faure Gnassingbé prête serment à 39 ans, 2 jours après la mort de son père, le président Gnassingbé Eyadema. Une succession obtenue grâce à une modification de la constitution togolaise. Après 38 ans de pouvoir sans partage du général Eyadema, la dynastie se perpétue grâce au soutien de l'armée et le rôle controversé de la France, mis en cause par une partie de l'opposition. Études de finance et de gestion à Paris et à Washington, député, puis nommé ministre, Faure Gnassingbé est l'héritier désigné pour gouverner. Si on accède au pouvoir simplement parce qu'on porte un nom, qu'on a ici une famille, ce serait grave pour notre pays. C'est le principal reproche qui m'a été fait au décès du président Adema. La même année, il doit démissionner, puis il remporte l'élection présidentielle. L'opposition conteste, la répression fait 500 morts. En revanche, le président Faure Gnassingbé a le feu vert de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et de la France. Il donne des gages d'ouverture et obtient la levée des sanctions imposées par les bailleurs de fonds depuis 1993 pour déficit démocratique. Le président togolais rempile pour 2 autres mandats en 2010 et 2015 lors de scrutins contestés par l'opposition. Le visage à l'international de l'actuel président a beaucoup changé. Il a un visage plutôt lisse, de quelqu'un qui n'a pas la carrure, qui n'a pas ce passé militaire de son père. Faure Gnassingbé ne tiendra pas ses promesses de limiter le nombre de mandats présidentiels et de modifier le mode de scrutin. Le système à un tour lui est très favorable face à une opposition divisée, tout comme le découpage électoral qui assure la majorité au parti présidentiel UNIR. 12 ans après le décès de son père, Faure Gnassingbé a recours à l'armée face à la contestation populaire. L'État de Birmanie de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi s'est enfin décidé de mettre en place des camps pour accueillir la minorité musulmane des Rohingyas qui sont persécutés, qui sont même massacrés depuis quelques jours dans un silence total. Cette décision intervient un peu plus tard peut-être puisque des États voisins à la Birmanie, le Bangladesh par exemple, a déjà accueilli près de 300 000 de cette minorité des Rohingyas. La vie est plus forte que tout. 9 jours que ces jumeaux sont nés ici dans ce camp de réfugiés de Kutupalong au Bangladesh. Leur mère est allée au bout d'efforts dans tous les sens du terme. Enceinte, la peur au ventre, elle a fui son village en Birmanie. Marché de longues heures, traverser la frontière pour arriver ici saine et sauve. Presque pleine d'espoir qu'il y aura des jours meilleurs. Ces 2 dernières semaines, 270 000 musulmans Rohingyas ont fui la traque de l'armée birmane pour se réfugier au Bangladesh. Ce chiffre s'ajoute aux plus des 87 000 autres arrivés ces derniers mois. Une addition mécanique froide, dramatique. Nous appelons à une action urgente visant à remédier aux causes des violences récentes afin que personne ne soit plus obligé de fuir sa maison et que ceux qui l'ont fait puissent retourner chez eux en sécurité et dans la dignité. En ligne de mire, la passivité d'Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix 91. L'icône d'une Birmanie libre et démocratique est aujourd'hui au pouvoir mais doit composer avec la junte qui contrôle l'armée, lancée dans ce qui semble être une épuration ethnique de grande ampleur. Inacceptable pour Desmond Tutu, un autre prix Nobel et ami de l'ex-dame de Rangoon. En Norvège, le comité Nobel ne l'accable pas, mais lui rappelle ce pourquoi elle a été choisie. Aung San Suu Kyi a été nommée prix Nobel de la paix pour son rôle de combattante pour la liberté en Birmanie et sa lutte contre la dictature militaire. Nous ne sommes pas mandatés à évaluer ce que les Nobel font après leur prix. Des hommes, des femmes, des enfants musulmans Rohingyas qui tombent jour après jour sous le feu de l'armée birmane.
De Téhéran, en passant par le Japon, le Pakistan et l'Inde, les communautés musulmanes exhortent la Birmanie à mettre fin à ce que certains qualifient aujourd'hui de génocide. Enfin, aux États-Unis, plus de 5 millions de personnes sont appelées à quitter leur maison pour cause de l'ouragan Irma qui a déjà tué 19 personnes et qui, avec des vents de plus de 250 km par heure, va en effet frapper dans quelques heures des villes comme celle de Miami. Voici l'ouragan Irma vu du ciel. Une gigantesque dépression, bien plus grande que l'État de Floride. À son passage sur la presqu'île, les vents pourraient atteindre 240 km/h. De jour en jour, les rues se vident. Près de 70% des constructions ne sont pas assez solides pour affronter Irma. Alors, des centaines de milliers d'habitants et touristes prennent la route vers le nord et rejoignent les aéroports les plus proches. Je suis étudiant ici à Miami. On nous a dit d'évacuer la ville, alors je suis venu à l'aéroport. On m'a dit qu'il ne restait que 3 heures avant le dernier vol. On essaie de trouver n'importe quel avion pour quitter l'État. Malgré les appels des autorités à évacuer, certains ont choisi de rester. Il faut faire des provisions en eau, nourriture ou encore en essence malgré les pénuries. Les sacs de sable, pour protéger les maisons, viennent aussi à manquer. Ça fait déjà 2 heures que j'attends. Je suis épuisée. Je veux rentrer chez moi et j'appréhende un peu l'ouragan. D'autres trouvent refuge dans des centres d'accueil. Je ne pensais pas que je serais en sécurité dans une maison. Alors hier, ma femme et moi avons pris la décision d'aller dans un refuge. C'est une tempête plus grosse, plus forte et plus dangereuse que l'ouragan Andrew. Ça montre bien ce à quoi on doit s'attendre. En 1992, Andrew de catégorie 5 avait frappé la Floride. Les dégâts ont été estimés à plus de 22 milliards d'euros. À l'approche d'Irma, l'état d'urgence déjà en vigueur en Floride, en Caroline du Sud et en Géorgie a été étendu à la Virginie. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.